Bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, la semaine aura été méga chargée et vraiment pas facile, pas simple à interpréter. En Suisse, on a même raccourci la semaine pour cause de fête nationale. Une fête nationale qui a pris un sale tournant puisque nos Magnificent Seven à nous n'ont pas réussi à trouver un accord avec les Américains et qu'on se retrouve en queue de peloton. D'ailleurs, il n'y a plus que le Lesotho, le Cambodge, le Laos et Madagascar qui payent plus de droits de douane que la Suisse et même on est égalité avec l'Irak. Oui, le 1er août était amer en Suisse et on va en reparler tout au long de ce Swiss Bliss. Pour le reste de la semaine, pendant une bonne partie de la semaine, pour ne pas dire toute la semaine, j'ai eu longuement l'impression qu'on était dans une pâle copie du Muppet Show. Un Muppet Show où Kermit la grenouille et Peggy la cochonne auraient été remplacés par Donald Trump et Ursula von der Leyen. Je vous laisse choisir qui remplaçait qui. Et puis, au-delà des tarifs de 15% qui ont été collés aux Européens, qui ressemblaient plus à un braquage qu'autre chose, enfin, c'est ce qu'on disait avant la fin de la semaine pour nous, les Suisses, nous avons eu aussi les chiffres des Magnificent Seven, une partie en tous les cas, qui nous ont montré que l'IA était et restait la base de tout pour encore un moment. Nous avons eu droit à la Fed et Jérôme Powell qui défie toujours Trump, un Trump qui devient de plus en plus colère et rage. Et finalement, on a conclu la semaine avec les chiffres du PCE qui remettent en question l'inflation et les chiffres de l'emploi qui remettent en question la croissance et qui font reparler récession, mais qui ont aussi effacé la problématique de l'inflation puisque soudainement, on s'attend à voir une baisse des taux aux USA en septembre à plus de 77% de probabilité. La fin de la semaine aura été dure, la performance s'en ressent, mais nous avons toujours cette faculté inouïe à ne voir que ce qui nous arrange. Bienvenue dans ce Swiss Bliss taxé à 39%. Nous sommes le 2 août 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors pour commencer cette vidéo, on va tout de suite être chauvin, on va parler de la Suisse. Imaginez un instant, nous sommes le 1er août 2025, jour où la Suisse fête son indépendance, et là, réveil surréaliste, Donald Trump annonce un tarif de 39% sur les exportations suisses vers les États-Unis, dès le 7 août. Le chiffre tombe comme une enclume, plus du double des 15% qu'ont obtenu l'Europe ou encore l'Angleterre ou encore le Japon. Un coup médiatique brutal, annoncé sans aucune négociation finale, malgré des discussions qui étaient jugées constructives par Berne. Trump a estimé que la Suisse volait 40 milliards de déficit commercial aux Américains par année et le coup près est donc tombé. Montres de luxe, machines-outils, chocolat, fromage, tout le monde y passe, à part les pharma et le secteur de l'or qui bénéficie pour l'instant de certaines exemptions. La pilule reste clairement amère, on parle de dizaines de milliers d'emplois menacés tant l'économie suisse repose bien sûr sur ses exportations. Les autorités suisses parlent de grands regrets. La présidente Karine Keller-Souter évoque un échec au dernier round de négociations et insiste, on n'a fait aucune concession inacceptable. Mais face à Trump, c'est soit tu joues avec ses règles et tu mets le genou à terre, soit tu fais le malin et tu te fixes des limites. Et maintenant, il va falloir assumer et espérer pouvoir négocier encore un petit peu. Alors pourquoi ce chiffre astronomique ? Tout simplement parce que, comme je vous le disais il y a encore 15 secondes, la Maison-Blanche brandit le déficit commercial américain de 38,5 milliards de dollars envers la Suisse en 2024 comme argument principal. Enfin, la Maison-Blanche, plutôt Trump avec ses mathématiques perso. En gros, tu nous achètes beaucoup plus, cadeau, tu payes 39% de plus, veni, vidi, vici. Les dirigeants suisses rappellent qu'ils ont déjà supprimé 99,3% des accès tarifaires à leur marché et que la Suisse investit lourdement aux États-Unis, employant environ 400 000 travailleurs américains via des filiales suisses. Résultat, l'euro suisse se pète la gueule, les marchés réagissent. Bien que la bourse suisse était fermée ce vendredi, les investisseurs s'inquiètent de l'impact sur des géants helvétiques comme Nestlé, Lindt, Rolex, Patek et ABB. Bon, en même temps, Patek et Rolex, ils sont pas cotés en bourse et je ne suis pas certain que ça va faire reculer les gars qui veulent une Daytona depuis 5 ans. Alors, qui sont les victimes de Trump ? Tout d'abord, les montres de luxe, une industrie déjà violemment sinistrée par la baisse de la demande en Asie. Avec ce tarif, avec ces nouveaux tarifs, les montres suisses pourraient coûter jusqu'à 50% plus cher aux États-Unis. Calculons l'effet combiné dollar-franc fort.
Et sur taxation, la fédération horlogère suisse parle d'un impact dramatique. Les chocolatiers et les fromagers qui exportent 7% de leur production aux États-Unis, avec le change et les tarifs, même les petites marques vont prendre plein les dents, selon Roger Verly de Choco Suisse. Il évoque déjà une baisse massive des volumes. Et du côté des pharmaceutiques, le secteur le plus exportateur vers les États-Unis, près de 19 milliards de dollars en 2024. À ce stade, les médicaments critiques sont en théorie exemptés. Et oui, parce que la trouille, ça se commande pas. Mais le spectre d'un tarif allant jusqu'à 200% reste brandi. Roche et Novartis augmentent leur production américaine pour essayer de limiter les impacts. Les économistes helvètes parlent d'un fardeau cruel et injustifié, mettant en garde contre un affaiblissement de la compétitivité, un ralentissement des investissements et un climat d'incertitude croissant. Certains économistes suggèrent même que les exportateurs devraient rapidement diversifier leur marché ou relocaliser certaines productions pour éviter le désastre à long terme, le désastre. La confiance transatlantique déjà fragile en sort durablement entamée. Et on parle bien sûr de licenciements et de récession en Suisse. Joyeux anniversaire! Voilà le panorama de cette attaque tarifaire à 39%, une claque monumentale pour la Suisse et ses fleurons. Le message est clair, aucune exemption ne vous sera concédée si vous ne cédez pas aux exigences tarifaires américaines. Le 1er août 2025, c'est donc ça, un pays riche, stable, ultra exportateur qui se fait sortir du jeu par un tweet présidentiel sur la base d'un déficit statistique qui transforme ses produits iconiques en reliques hors de prix aux yeux des consommateurs américains. Tout en étant parfaitement conscient que les calculs de Trump sont complètement débiles, mais que personne n'ose monter à Washington pour le lui dire, de peur de se faire attaquer à coups de sous-marins nucléaires. Il reste 1150 jours avant la prochaine élection américaine, ça fait plus ou moins 845 séances de trading et encore 1432 tweets sur X qui veulent virer Powell. Putain, ça va faire long. Pour l'instant, la Suisse négocie toujours, il paraît, elle tremble pour son tissu économique et reste devant l'écran en attendant le prochain tweet de Trump ou une nouvelle deadline. On pourrait peut-être refiler le crédit suisse aux Américains pour essayer de compenser. Enfin, je dis ça, je dis rien. Toujours au sujet des tarifs, on revient sur le sujet d'ouverture de cette semaine de folie, l'accord du siècle avec l'Europe. Le plus grand accord commercial de l'univers. C'est Trump qui l'a dit, c'est pas moi. Et c'est vrai qu'en termes de storytelling, c'est du Spielberg. Sauf que dans les faits, les États-Unis viennent de vendre aux Européens des pick-up XXL sans taxe. Et en échange, les Européens, eux, vont raquer 15% de droits de douane pour vendre leurs petites voitures bien propres. Cerise sur le gâteau. Bruxelles s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine, histoire de liquider les stocks de gaz de schiste. L'écologie, on verra plus tard. Pour l'instant, il faut faire plaisir aux copains d'Exxon. D'ailleurs, Exxon a fait en fin de semaine des commentaires dithyrambiques sur la qualité de leur business. Et en plus, il y a l'Europe qui va leur envoyer un peu de cash pour préparer la soirée de fin d'année. Et dans le détail, quelques produits stratégiques, semi-conducteurs, médicaments génériques, produits agricoles échapperont peut-être aux taxes. Mais ça ne change pas la dynamique. Trump a plié le game. Ursula a souri, jaune, mais elle a souri et tout le monde fait comme si c'était un deal gagnant-gagnant. Monsieur Bayrou et Monsieur Macron ont fait la gueule, les Allemands s'en sortent moins mal que les autres et rien n'est encore complètement signé dans la tête des Européens qui se demandent s'il ne serait pas mieux tout seul. Pour entamer la semaine, les marchés européens étaient donc en baisse parce que tu comprends, cette histoire de deal était déjà dans les prix. Et puis en milieu de semaine, on a eu bien sûr le fameux truc qu'on attendait depuis des semaines, la Fed qui ne fait toujours rien, mais attention, bientôt. Tout le monde attendait la réunion de la Fed, comme on attend un match retour en Champions League après un 4-0 au match aller, et puis rien, Zéro mouvement sur les taux, Powell reste de marbre, l'immobilisme érigé en forme de stratégie. Mais derrière les rideaux, c'est un petit peu différent. Trump met la pression en mode mafia napolitaine. Jérôme m'a dit que tout allait bien, donc il va baisser les taux, sauf que non, Jérôme n'a rien dit, ou du moins pas sous cette forme, et surtout une moitié du FOMC n'est plus d'accord avec Powell, ce qui commence sérieusement à ressembler à une mutinerie en interne. Enfin, la moitié, disons 2 sur 7. Il faut comprendre que ceux qui resteront après le départ de Powell au mois de mai, ils aimeraient bien garder un job. Ah, tu comprends, c'est à cause de l'argent de toute façon. Le léchage de bottes de Trump a donc officiellement commencé à la Fed. Pendant ce temps, les marchés espère toujours une baisse des taux en septembre.
avec des probabilités qui montent et qui redescendent au rythme des tweets présidentiels et des chiffres macro. La Fed est tétanisée entre une inflation qui freine trop lentement, voire pas du tout si l'on en croit les chiffres du PCE qui remontent même, et une économie qui donne des signes de fatigue, voire de faiblesse, si on tient compte des chiffres de l'emploi qui sont sortis vendredi. On pilote donc à vue, et à force de ne rien faire, on commence à avoir très très peur de devoir tout faire trop tard ou pas assez tôt. Et puis pendant ce temps-là, la Maison-Blanche a peaufiné son communiqué de presse sur les non-décisions de Powell et ça donne ça. Jérôme, trop tard, Powell a recommencé. Encore, il est trop tard et en fait trop en colère et trop stupide et trop politisé pour occuper le poste de président de la Fed. Il coûte à notre pays des milliards de dollars, en plus d'être responsable de l'un des chantiers de rénovation les plus incompétents ou corrompus de toute l'histoire de la construction. Autrement dit, trop tard est un perdant total et notre pays en paye le prix. Et c'est signé, vous l'aurez compris, Donald Trump Ier. C'était également une semaine décisive sur le Nasdaq puisque 4 membres des Magnificent Seven ont dévoilé leurs chiffres et spoiler alerte, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Meta et Microsoft, résultats au-delà des attentes, la pub chez Meta et le cloud chez Microsoft cartonnent, le marché a fait bravo et les actions ont explosé. Amazon et Apple, c'est différent, les chiffres étaient ok, mais pas assez sexy. Prévision molle, impact tarifaire pour Apple, croissance cloud trop molle pour Amazon, résultat les deux se font démonter en bourse. Amazon perd 8% et Apple perdait 2,5%. On est d'accord, 2,5% c'est pas démonté. En 2025, pour séduire Wall Street, il faut pas seulement être bon, il faut être spectaculairement bon, avoir une vision IA compatible qui coûte des milliards mais qui rapporte du rêve, sinon tu sors. Et puis on terminera ce résumé de la semaine avec les 2 chiffres économiques qui donnent le tournis. Le chiffre fétiche de la Fed, le fameux PCE, est sorti à 2,6% sur un an pour le mois de juin, un poil au-dessus des attentes, 2,5% attendu, mais largement assez pour faire dérailler les espoirs de pivot monétaire rapide. Le corps PCE, c'était pire, puisqu'il est sorti à 2,8% contre 2,7% attendu. L'inflation PCE est donc en hausse pour le 2e mois consécutif. La hausse est modérée, certes, mais le timing est pourri, juste après une réunion de la Fed ultra attendue au moment où Powell commence à perdre des alliés au sein du FOMC meeting. Et comme l'inflation reste collante et refuse de baisser une fois pour toutes, personne n'ose appuyer sur le bouton baisse des taux, baisse des taux, baisse des taux. C'est pas dramatique, mais ça crée toujours un peu plus d'incertitude. Et ça ne rassure pas ceux qui ne vivent que pour une baisse des taux. Mais heureusement, il y avait les chiffres de l'emploi, les fameux non-farm payrolls. On attendait 104 000 créations d'emplois ce mois, on en a eu 73 000. Et en plus, les 2 mois précédents ont été revus à la baisse. Résultat, les marchés paniquent, les rendements obligataires chutent comme un parachutiste sans parachute, et on a perdu plus de 250 000 jobs sur les 3 derniers mois. Et comme je vous le dis depuis longtemps, ces chiffres sont pourris, fucked up et calculés avec un boulier qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, j'ai presque l'impression que Trump est d'accord avec moi, ou alors il regarde mes vidéos, auquel cas je pourrais plus jamais mettre les pieds aux États-Unis, mais hier, il a dégainé d'une façon que lui seul sait faire, et il a viré la patronne du Bureau of Labor Statistics en direct. Motif ? Les chiffres ont été truqués contre lui, mais aussi qu'elle avait été nommée par Biden et qu'elle était pro-Kamala Harris. Alors si vous avez un doute, oui, on parle bien du président des États-Unis en 2025, et non, ça n'est pas un sketch de Coluche. En conclusion, si l'emploi flanche, la Fed va devoir bouger, même si l'inflation résiste, et si la Fed bouge trop tard, c'est récession, direct. Sauf que là, on est en train de mélanger politique, statistique et paranoïa présidentielle, et ça, c'est rarement bon, ni pour les marchés, ni pour le reste de la planète. Et puis, ce qui est marrant, c'est que Trump pète un câble quand les chiffres sont contre lui. Non, parce que le mois dernier, les chiffres étaient clairement bidouillés, mais ça l'arrangeait. Alors du coup, on disait rien. Mais là, comme ça n'arrange plus personne, bam! Eh bien, on vire la statisticienne en chef. Conclusion, Trump fait le show, et les marchés font la gueule. Alors, que faut-il retenir de cette semaine ? Trump a fait plier l'Europe comme un joueur de poker avec une quinte flush royale et un flingue posé sur la table. La Fed est immobile, mais plus pour longtemps, sinon c'est récession obligatoire. Le marché de l'emploi commence à tousser sévèrement, mais avec un nouveau patron au BLS, ça va aller nettement mieux. Les géants de la tech nous montrent que même au sommet, il y a des gagnants et des moins gagnants. Et l'inflation, eh bien, elle est toujours là, toujours sournoise, toujours collante. Et puis alors, la Suisse est sous Xanax et sous Lexomil dès lundi matin, et les appels au boycott sont légion.
Le boycott des produits américains, bien sûr. Alors bon, moi j'ai fait la liste comme ça en 2 minutes. Si je me mets au boycott, je ne peux plus faire de vidéos avec Final Cut Pro sur mon Mac. Je ne peux plus utiliser mon iPhone pour les tournages. Je ne peux plus me déplacer en moto. Harley oblige. Je ne peux plus me déplacer en voiture. Jeep oblige. La télé, c'est fini. Plus de Netflix, plus de Prime Video, plus de shopping en ligne sur Amazon, plus de McDo, de Burger King, ni de KFC, ni de Coca. Bon, ça, je m'en fous, j'ai arrêté ou presque depuis longtemps. Plus de basket Nike, plus de Ray-Ban. Bref, c'est pas gagné. Pour boycotter les produits américains, reste à espérer que KKS et les autres Magnificent Six vont nous réussir le coup du chapeau, le coup de maître du genre. Et si on donnait le crédit suisse à l'UBS pour un franc symbolique? D'ailleurs, je serai, et les conseillers fédéraux, je demanderai aussi conseil à la FINMA. Ils ont sûrement un truc intelligent à dire. Et de toute façon, ça sera sûrement moins con que les déclarations du président américain. Bref, malgré tout ça, le marché ne lâche pas, il boude, il doute, mais il reste accroché au sommet comme si l'IA allait tout régler à elle toute seule. La vraie question c'est, jusqu'à quand? Si on regarde les performances de la semaine, eh bien vous voyez sur une semaine qu'il y a le pétrole qui s'en sort relativement bien avec les sanctions sur la Russie, plus 3,33%, l'or qui est stable et tout le reste, boum, c'est dans le rouge. Le FTSE, c'est le moins pire avec 0,57% de baisse. On aura la Banque centrale d'Angleterre la semaine prochaine. Et le Dow Jones des transports, moins 7,7%. Le CAC 40 abandonne 3,6%. 3,7% presque. Le Bitcoin, c'est pareil. Le S&P 500 est en baisse de 2,36%. Le Nasdaq de 2,17%. Le SOX abandonne 2%. La Suisse, dans un moindre mal, ne perd que 1%. Mais c'était fermé vendredi. C'est pas sûr que lundi, ce soit très drôle. Enfin, voyez, comme vous le voyez, c'est un peu dur cette semaine. C'est un peu compliqué. Pourtant, ça allait plutôt pas mal jusqu'à vendredi. Sur les titres du SMI, on va y revenir avec les vedettes de la semaine tout à l'heure. Mais Novartis, Lonza, ABB, Amrise s'en sortent encore. UBS s'en sort par les poils avec 0,16% de hausse. Mais tout le reste, c'est dans le rouge. Alors, vous voyez que Sika, Sonova, Richemont à cause du luxe, Givaudan, Nestlé, tout le monde en prend pour son grade. Roche abandonne 0,8%. Bref, même le Logitech qui a sorti des bons chiffres en relatif n'arrive pas à terminer en hausse. C'était une semaine bien pourrie sur le marché suisse. Et ça risque de commencer de manière un tout petit peu compliquée en début de semaine aussi. Du côté des graphiques, alors vous avez le SMI qui est toujours dans son range latéral. Vous voyez, alors là on est vraiment on a tapé les bas du range jeudi soir avant l'annonce des chiffres des taxations douanières américaines. Donc j'ose imaginer qu'on risque d'ouvrir un peu plus bas lundi matin. J'imagine que le gap ici pourrait bien être comblé en direction des 11 006 sur le SMI. Peut-être qu'après, ce sera l'occasion de racheter et de jouer, allez, qui sait, un tac au trade de Trump qui pourrait revenir en arrière sur ses décisions sur la Suisse et trouver un deal miraculeux. Le S&P 500 est sorti clairement de sa tendance haussière de ces dernières semaines. Vous voyez que les 2 derniers jours de trading, c'était relativement compliqué. On est passé de 6430 et des poussières pour revenir à 6213 sur le S&P. Comme ça, on a l'impression que ça pourrait continuer à taper encore un petit peu en direction des 6135, malgré les excellents chiffres des 2 plus grosses boîtes, la Microsoft et Meta, mais les chiffres décevants d'Amazon et d'Apple ont pesé un petit peu sur le S&P, qui pourrait aller chercher sa moyenne mobile des 50 jours. On espère quand même qu'on va pas aller jusque-là. Mais en tous les cas, on a un reversal qui s'est mis en place, parce que vous voyez qu'on a eu un très très bon début de semaine qui s'est, un début de semaine stable avec des tentatives de record, et puis finalement, on a lâché en fin de semaine. Et je peux vous dire que c'est pas à cause des taxations qu'ils ont mis en place sur la Suisse, c'est peut-être plus probablement tous ces charges douanières qu'ils ont mis en place sur les autres pays du monde qui commencent à poser problème. Et on commence à parler bien évidemment de risque d'inflation aux États-Unis. On l'a vu avec le PCE, mais heureusement l'emploi ralentit. Ils ont donc le cul entre deux chaises. Ils savent plus quoi faire, s'ils doivent baisser les taux pour relancer l'économie ou ne pas baisser les taux au risque de faire péter l'inflation à la hausse. Le Nasdaq, les chiffres et les mouvements sur le Nasdaq sont principalement liés aux 4 Magnificent Seven qu'on a publié cette semaine. Donc vous voyez qu'on était au plus haut de tous les temps encore jeudi matin à l'ouverture et puis tout s'est effondré derrière. Donc là aussi un joli reversal avec un objectif en vue à 22 232 sur la moyenne mobile des 50 jours. Et puis alors ceux qui croient au gap, eh bien on peut même imaginer une extension en direction des 21 841. Endroit où il faudra absolument rajouter pour jouer les chiffres de Nvidia qui viendront à la fin du mois d'août. Le SOX, le Semiconductor Index, vous voyez qu'on a été chercher presque un des plus hauts de tous les temps. On n'y arrive pas, on s'est redégonflé. On reste dans ce range latéral qui correspond
si vous voulez, aux anciens tops qu'on a réussi à casser finalement il y a quelques temps. On revient se poser comme par hasard sur le même niveau autour de ces 5400 plus ou moins sur le SOX. On a tenté le rebond jeudi soir. Affaire à suivre pour ces prochains temps pour voir si on arrive à rester dans le range sur le SOX. Ce sera probablement le juge de paix. Si on continue à tirer vers la baisse, il y a de quoi corriger très très fort. Et vous le savez, oui bien sûr vous le savez, le semi-conducteur index reste un indicateur avancé. Le CAC 40, la claque en fin de semaine. Là aussi, vous le voyez, les chiffres de l'emploi, on n'a pas aimé. On revient sur le bas du range, sur les 7500 sur le CAC. Attention, il faut tenir. Pour l'instant, on a eu des relativement bons chiffres chez Hermès, des relativement bons chiffres avec plein de points noirs dans le secteur du luxe. Mais on voit que le CAC 40 n'a pas trop aimé à la fin de la semaine américaine. Et les Allemands, pareil, donc là aussi, on essaie de casser à la hausse. On a eu donné l'impression qu'on voulait partir, et puis non, on s'est redégonflé. Et on termine quasiment là aussi au plus bas depuis 3-4 semaines sur le DAX. On vient retester les hauts du mois de mars. Il va falloir qu'on tienne les 22 300 sur le DAX si on ne veut pas commencer à paniquer avec et envisager un target à 23 000 dans un premier temps. Puis alors après, vous voyez que la porte est ouverte à toutes les fenêtres sur le DAX. Et on termine avec le pétrole qui va dans tous les sens. Le pétrole, pour l'instant, il est complètement ballotté par ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, les éventuelles sanctions de Trump qui veut taxer tous ceux qui achètent le pétrole russe. On a eu un bon départ en début de semaine, et puis les craintes de ralentissement de la croissance, ont eu raison de ce bon départ sur le baril qui était quand même monté à $70. Aujourd'hui, on redescend et on finit la semaine à 67,33 sur le baril parce que finalement, on a peur de la croissance, mais les tensions avec la Russie sont toujours bien présentes. Attention, ce sera certainement quelque chose à surveiller ces prochains temps. On attaque maintenant les vedettes de la semaine, et la première vedette de la semaine, c'est SIG, le roi de la brique alimentaire. Les ventes stagnent à 1,58 milliard d'euros avec un petit plus de 2,6% en excluant les devises. Rien de fou, mais on survit. L'EBITDA chute de 7,6%, mais le bénéfice net grimpe de 7,2% à 91 millions. Traduction, ça coupe les coûts à la machette pour sauver les marges. Côté prévision, on vise désormais le bas de la fourchette, que ce soit pour la croissance, 3%, ou la marge EBITDA ajustée, 24,5%. En clair, prudence, optimisation, mais pas de miracle à l'horizon. Des mots qui ne font pas plaisir. Le titre s'est fait déglinguer sur la semaine et les annonces sur les droits de douane ne devraient pas aider lundi matin. Je ne vais pas vous faire perdre de temps sur SIG, mais vous voyez que depuis l'annonce des résultats où on se traitait encore à 15 balles, on finit la semaine à 13,20. D'un point de vue technique, autant vous dire, il n'y a plus rien qui peut arrêter SIG dans sa baisse. Et comme je vous le disais, on verra comment sera interprété les chiffres lundi matin, enfin ces tarifs douaniers seront interprétés lundi matin. Vous voyez qu'on a cassé la tendance baissière, on est en phase d'accélération. Alors trouver un point de rebond, ça sera assez intéressant à observer ces prochains jours. Sika fait du surplace au premier semestre 2025, plus 1,6% en monnaie locale, mais le dollar faiblard lui colle un moins 4,3% dans les dents et le chiffre d'affaires recule à 5,68 milliards de francs suisses. La bonne nouvelle, les marges tiennent le coup, l'EBITDA grimpe à 18,9% grâce aux synergies, à l'efficacité et probablement à des PowerPoint qui vendent du rêve. Le groupe bétonne sa présence, 4 acquisitions, 7 nouvelles usines et une incursion dans le béton 2.0 avec Giatec, une boîte qui rend le ciment intelligent. Si, je vous jure. Europe et Amérique ont légère hausse, Chine à la traîne comme d'habitude. Malgré le tableau mitigé, Sika reste optimiste et vise une marge autour des 19,8% avec cap maintenu pour 2028. Pas sexy, mais solide. Encore une fois, ça n'a pas plu au marché et non plus. Bilan, pire performance du SMI sur la semaine. Là aussi, un peu à l'image de SIG tout à l'heure, vous voyez qu'on termine au fond du bac sur la semaine entre les résultats qui étaient, le titre traitait plus ou moins autour de 211, on finit à 192. Et là, sans vouloir s'inquiéter, je pense qu'on peut largement aller rechercher les 180 sur le titre avant de se précipiter pour revenir sur Sika. Vous voyez que cette zone des 180, si on la tire un petit peu par les cheveux, on arrive à se dire que potentiellement on est sur un espèce de tendance baissière bien sûr, mais par contre on pourrait peut-être aller trouver un point de rebond au niveau des 180, mais là tout de suite il n'y a pas d'urgence de mettre les mains
dans la moissonneuse-batteuse. UBS, j'en ai déjà parlé en cours de semaine, on pourrait résumer les chiffres du trimestre en disant que les bénéfices explosent, les régulateurs bouffent l'oxygène et Sergio s'énerve. UBS a fait péter les compteurs au second trimestre, 2,4 milliards de dollars de bénéfices grâce à un trading sous stéroïdes, mieux que prévu, merci la vol. Mais pendant que les traders sabrent le champagne, le gouvernement suisse prépare un seau d'eau froide, plus 24 milliards de capital exigé, point d'interrogation. Hermeti hurle au frein aux dividendes, le patron balance, pas question de réduire la taille d'UBS, ni de déménager, enfin... Et si Berne continue comme ça, c'est pas complètement exclu. À voir. Et le Crédit Suisse, lui, intégration fluide selon le patron. Côté business, plus 25% de revenus sur les marchés globaux. La gestion de fortune cartonne. Mais attention, UBS prévient que tout ça pourrait se calmer au prochain trimestre. Petite ombre au tableau. Et des clients ont perdu des plumes sur des dérivés FX mal vendus. UBS va payer un peu, mais selon Sergio Hermeti, rien de grave, circulez, il n'y a rien à voir. Le graphique, il n'y a rien à voir non plus, vous voyez qu'on avait déjà largement anticipé les bons résultats, le titre avait explosé ces derniers temps, donc tout était dans les prix comme d'habitude, prise de profit, blablabla, résultat, même après des bons chiffres, on a vu que le titre a été cherché presque les 32 balles, et depuis on s'est dégonflé, résultat, performance hebdomadaire, plus 0,16%, vous l'avez vu tout à l'heure, rien à dire, la tendance de fond est toujours bien placée sur l'UBS. J'ai toujours pas envie d'investir dans les banques en général, mais enfin, il y a une tendance de fond. Pour l'instant, pas de raison de se poser des questions. Et quand bien même, si l'UBS venait à quitter la Suisse, on aurait plus de problèmes en Suisse que de l'UBS à développer son business à l'étranger. Malgré le merdier made in USA, Logitech sort un trimestre plutôt solide, plus 5,5% de chiffre d'affaires à 1,15 milliard et un résultat d'exploitation en hausse de 10,6%. Pas mal du tout pour un fabricant d'accessoires qui bosse à cheval entre la Chine et le reste du monde. Le bénéfice, lui, il grimpe à 188,2 millions. Bien mieux que prévu, tous les consensus se sont fait avoir dans la vague, la marge opérationnelle reste costaud malgré un petit repli et la CEO Anneke Faber affiche la banane, nos marchés sont robustes, surtout en Chine, aux USA et en Europe. Côté pro, c'est un peu plus mou en Europe, mais les Amériques compensent, en Asie ça pousse, bref, Logitech reste bien positionné et s'en sort pas mal au vu des circonstances. Le groupe continue de délocaliser sa production hors de Chine, vers Vietnam, Mexique et compagnie. Objectif que seuls 10% des produits vendus aux USA viennent encore de Chine fin 2025. Et ça marche, malgré quelques tensions logistiques et des ruptures de stock. Logitech maîtrise les coûts. Pas d'objectif pour l'année complète, mais une prévision sur le trimestre assez ambitieuse, jusqu'à 1,19 milliard de ventes. Pourtant, l'action a fini en baisse de 1% le jour de l'annonce. Allez comprendre. Voilà, le graphique se passe de commentaires, des résultats qui sont applaudis par la critique, on va dire, compte tenu de ce qui se passe. Et puis finalement, vous voyez ce candlestick rouge là au milieu qui se pète la gueule. Eh bien, c'est l'interprétation des marchés. On a rebondi un petit peu jeudi pour compenser. À voir comment ça va se passer lundi matin. Encore une fois, là-dessus, techniquement, on se bat avec la moyenne mobile des 200 jours. Ce serait quand même bien qu'on arrive à rester en dessus. Elle passe par les 75 francs suisses. Et ce serait bien qu'on se fixe ça comme support. Sinon, je ne sais pas ce qu'il faudra pour réussir à faire monter Logitech. Holcim a cartonné côté rentabilité malgré un chiffre d'affaires en recul de 2,2% plombé par le FX, hors devise, plus 1,8%, merci l'Amérique latine et l'Asie, résultat d'exploitation en hausse de 3%, bénéfice net qui explose à plus 35%. Tout ça sont les activités nord-américaines, désormais dans Amrise. La marge grimpe à 18,3% et la direction jure que le pire des effets de change est derrière. Objectif 2025 confirmé à 3,5% de croissance, à plus 6,10 sur le bit et 2 milliards de cash en vue. Pour les 5 prochaines années, Holcim veut surfer sur les méga trends, urbanisation, climat, pénurie de logements, 9,6 millions en Europe et les millions et de milliards à investir dans la rénovation en général. Bref, bétonner l'avenir en mode croissance propre. Le graphique, Waterloo Morne-Plaine, il ne se passe strictement rien. Consolidation à haute altitude, pour l'instant je pense que la digestion du spin-off d'Amrise est compliquée et on ne sait pas trop s'il faut bien prendre les choses ou mal prendre les choses. On verra d'ailleurs la publication des chiffres d'Amrise la semaine prochaine. Et maintenant on passe au en vrac de la semaine. Attachez vos ceintures, c'est parti. Chez Nature Énergie, l'énergéticien argovien, on ralentit sévère au premier semestre qui on vise quand même 160 millions d'EBITDA, bien en dessous des 220 millions de 2024. Pyrar Mobility relance la production des motos KTM, un signal positif après plusieurs mois d'arrêt. Stadler Rail empoche 2 belles commandes, une pour Cologne et une en Catalogne, avec 7 tramways à livrer.
AMS Osram vend son business éclairage pro et industriel au japonais Dushio pour 114 millions d'euros. Première étape pour réduire sa dette, en prime bénéfice net en hausse sur le T2. Basilea entre phase 3 pour son traitement contre les infections fongiques graves, un pas stratégique pour l'antifongique. Fosmano Kepix. Il doit jouer dans Astérix, lui. Forbo s'effondre de presque 13% sur les ventes et marge en berne sur le semestre. Grosse claque, Implenia décroche pour 400 millions de nouveaux projets immobiliers. L'EM, le Genevois, plonge de 16% plombé par la pression sur les prix en Chine. Aucune guidance donnée pour la suite. Relief Therapeutics grimpe de près de 11% grâce à un projet de fusion inversée avec NeuroX, héritière de la medtech vaudoise MindMaze. RNS, le fournisseur d'équipements électriques, dépasse les attentes avec des commandes et un chiffre d'affaires en forte hausse. Sonova chute, pénalisé par les mauvais résultats du rival Amplifon. Même sort pour Straumann, plombé par Align Technology. Idorsia surprend positivement, résultat net dans le vert grâce à son somnifère Gvikik. Le titre, j'arrive pas à le prononcer, la Gvikik, peu importe, le titre bondit de 23%. Uber Sooner gagne 20% sur une lance de contrat, dont on ne connaît quasiment rien, jusque c'est substantiel, magie du marché. Ascom signe un accord cadre de plusieurs millions avec le britannique Seccom pour distribuer en Allemagne, plus 9,5% sur l'annonce. Et puis, autrement, Inficon redéçoit avec une comptabilité en retrait. Du coup, perspective abaissée, le marché n'a pas aimé. Autoneum et Bucher, vente et marge en recul et prévisions revues à la baisse, ambiance morose. Sando s'active, protocole d'accord signé pour racheter une usine de biotechnologie à Toulouse chez Evotech. Comet déçoit les analystes malgré des chiffres en hausse. Moins 22%. Quand le marché veut pas, il veut pas. Interroll annonce un résultat net plus faible mais des commandes stables. Bilan moins 6%. Clarion baisse encore la voilure sur ses prévisions. 200 postes supprimés dans le plan d'économie. La BNS perd 15,3 milliards au premier semestre à cause de ses positions en devises étrangères. Un grand classique à la BNS, la Banque cantonale des Grisons reste stable malgré des revenus en recul. Elle maintient ses prévisions annuelles. Medacta progresse fortement sur le semestre et relève ses objectifs pour 2025 et au-delà. Cardex affiche des ventes en hausse sur 6 mois. Rien de spectaculaire, mais ça grimpe. Avolta performe sur presque tous ses marchés, sauf les USA, encore plombés par un trafic passager relativement faible. Voilà, la semaine aura été longue comme ce Swiss Bliss et compliquée comme ce Swiss Bliss. Et la semaine prochaine, il y aura encore beaucoup de publications trimestrielles avec des boîtes comme Swisscom et comme Amrise aux États-Unis, bien sûr. Autrement, vous voyez la liste des noms qui s'affichent devant vous. Et donc, il faudra surveiller, par exemple, des noms comme Palantir ou comme AMD. Mais au-delà de tout ça, il faudra aussi surveiller des Pfizer, des Caterpillar, des Dupont, des Uber, des Applovin, des Shopify, des Eli Lilly, bien sûr, Novo Nordisk, on va reparler d'obésité, Walt Disney avec le Barons qui est méga bullish sur Walt Disney, McDonald's, bien sûr, enfin plein de noms qu'on a envie de boycotter pour ces prochains temps du côté de la Suisse. Vous voyez que c'est pas la semaine précédente, mais il y aura quand même du boulot et des choses à interpréter cette semaine. Pour la suite, eh bien, on va continuer à débattre des tarifs. N'oublions pas que le problème de la Chine n'est pas réglé et les Magnificent Seven de Berne veulent encore négocier. Et puis, on parlera macro, même s'il n'y a pas tant de chiffres que ça qui arrive la semaine prochaine. On surveillera encore l'inflation en Suisse qui sortira en début de semaine et également les ISM et PMI aux USA. Et puis la Banque d'Angleterre qui prendra sa décision sur les taux cette semaine également. La Fed jouera sa crédibilité sur chaque indicateur américain, chaque PMI, chaque ISM ont le pouvoir de modifier les attentes de baisse des taux pour le mois de septembre et d'exciter encore plus le président Trump qui va sentir le goût du sang. Voilà, donc c'était sport cette semaine et en Suisse, on va cicatriser pendant un moment. Tous les politiciens sont en PLS et savent plus qui accuser. On veut tous boycotter les produits américains et annuler les commandes de F-35 qui vont bientôt servir de pot de fleurs pour mettre des géraniums dedans. Et pendant que les marchés digèrent les chiffres, parle de taux d'intérêt, Donald Trump, lui, digère mal les chiffres de l'emploi. Il a donc viré la statisticienne en chef du BLS, comme on change de coiffeur après une coupe ratée, officiellement parce que les chiffres ne reflétaient pas la réalité. Traduction, quand c'est bon, c'est grâce à moi, quand c'est mauvais, c'est la faute des autres. Donc, grosso modo, on dirait un ado de 16 ans qui a fait une connerie, c'est jamais de sa faute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Je suis désolé, j'étais super long ce matin, mais vous comprenez bien qu'il y avait des trucs à dire. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Bull Live qui sera plus court, lui, gratuit et
sans taxe de 39%, comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas, la bourse est remplie de gens qui connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. À lundi, excellent week-end à tous. Allez, bye bye.